Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Café du Cloud Privé. Alors aujourd'hui, on a changé un petit peu la formule. Je suis accompagné de deux invités et pour lequel on va discuter d'un sujet qui est quand même relativement tendance, c'est le cloud souverain. Alors aujourd'hui, j'ai Florian. Bonjour Florian. Bonjour Thomas. Et j'ai Nicolas Ouerimi qui est CTO France de chez Broadcom. Bonjour Thomas. Alors, Nicolas, déjà, est-ce que tu peux peut-être te présenter rapidement à nos auditeurs? Oui, pas de problème. Actuellement chez Broadcom, depuis 14 ans historiquement chez VMware. J'ai commencé en tant que consultant au delivery, puis architecte, puis avant-vente chez Professional Services. J'ai leadé les équipes France, Espagne, Italie d'avant-vente service. Et aujourd'hui, je m'occupe des équipes techniques, Solution Architect, TAM et toutes les équipes techniques qui accompagnent nos clients. Ok. Et Florian, tu peux peut-être te représenter rapidement, même si beaucoup de Oui, gens te c'est connaissent. pas la première fois que je suis invité sur ce podcast. Donc Florian Casse, Field CTO pour ITQ Gallia. Peut-être redéfinir ce qu'est ITQ Gallia, Belgique, Luxembourg et France. Et donc on travaille main dans la main, notamment avec Thomas pour nos clients ITQ. Très bien, parfait. Bon, on va commencer peut-être par des petites questions simples, mais histoire de vous mettre en jambe, parce que c'est le début de la journée, il faut qu'on s'échauffe. Tout à fait. Je vais commencer. Cloud souverain, pour vous, c'est conviction politique ou c'est une vraie nécessité aujourd'hui technique? Je commence par toi. Alors, Attention, là tu triches. toujours... Juste un seul mot. C'est l'un ou l'autre. Tu n'as pas le droit d'expliquer. D'accord. C'est vrai. C'est la pression. Là. Bon, nécessité. D'accord. Et Conviction toi, politique pour moi. Conviction politique. Ok, très bien. Le SecNum Cloud, ça c'est un gros mot. Pour vous, c'est un accélérateur ou c'est un frein à cette innovation? Frein. Ok, au moins c'est tranché. La localisation des données, pour vous, c'est vraiment suffisant ou c'est insuffisant pour la souveraineté? Insuffisant aussi. Ensuite, le modèle hybride, c'est vraiment la meilleure des réponses ou c'est juste un compromis? Pour moi, la meilleure des réponses. Je vais dire compromis. Et aujourd'hui, l'Europe et le cloud, on est en retard ou on rattrape? On est en retard. En retard. Bon, voilà. Donc, c'est bien, on a quand même quelques éléments où c'est bien tranché et d'autres où vous avez des points de vue divergents, donc ça promet de chouettes échanges. Nicolas, le terme de cloud souverain, aujourd'hui, ça revient sans cesse. On en parle, j'en ai parlé dans un podcast précédent avec Florian. Maintenant, tout le monde met beaucoup de choses dans cloud souverain. Toi qui, aujourd'hui, accompagne au quotidien d'autres acteurs du marché, des clients de Broadcom, pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière le terme cloud souverain? Dans les premiers mots, on avait est-ce que c'est un buzzword, une tendance? En fait, ça dépend jusqu'où on va dans cette souveraineté. Mais derrière cloud souverain, pour moi, ce que j'aime bien amener comme discussion, c'est plus que cette localité, c'est reprendre le contrôle, avoir la liberté de choix, ne pas subir, entre guillemets, sa stratégie, mais en être acteur. Donc, après, où on arrête cette souveraineté? Aux applications, à l'infrastructure, au matériel, voilà, jusqu'où on veut être autonome. Et cette souveraineté, pourquoi pour moi également la localisation des data n'est pas suffisante, c'est que cette souveraineté, elle doit intégrer une notion de compétitivité. Voilà. Il y a quand même derrière un besoin sur le marché de continuer à être compétitif, de continuer à être innovant. Donc, reprendre du contrôle et de la liberté de choix, tout en restant compétitif et innovant et en relocalisant. Voilà, en fait, c'est ça les différents sujets que moi, j'entends derrière cloud souverain. D'accord. Et donc, pour toi, c'est plus une notion technique que juridique ou c'est quand même un mélange des deux? Non, il y a clairement du juridique derrière tout ça. Je suis peut-être juste pas le plus approprié pour en parler. Mais en tout cas, je sais que technologiquement parlant, ça nécessite de revisiter ses choix, un peu voir où on veut aller, parce que clairement, il faut faire des choix qui engagent sur du long terme. Donc du coup, c'est un peu se reposer et puis
c'est une occasion, une opportunité peut-être de réduire un peu sa dette technique, de rebrander un peu des façons de faire qu'on remettait plus trop en cause parce qu'on avait toujours fait comme ça. Donc au final, voilà, comme dans toute tendance, essayons d'en retirer les opportunités de se réinventer. Donc au final, voilà, j'essaye d'aborder ça sous l'angle technique, mais il y a un côté légal certain et comme une belle opportunité, voilà, de challenger le statu quo. Toi, Florian, tu es sur le terrain, tu couvres 3 pays, la Belgique, la France et le Luxembourg. Est-ce que tu vois des différences notables de perception de ce qu'est le cloud souverain entre ces pays, ou est-ce que finalement tout le monde s'accorde sur une même définition ou une même idée? Je pense qu'on peut même aller plus loin. Il y a quasi une définition par client par rapport à ne serait-ce client privé, client public, en fonction du secteur technologique. Je prends par exemple un client qui va être dans le secteur de la défense, il va avoir un appétit ou tout du moins un regard complètement différent de peut-être une boîte qui est plus une start-up et qui a juste envie de grandir le plus vite possible et donc avoir un regard un peu différent sur ces dépendances-là. Je pense que ça reboucle aussi sur la notion de est-ce que le cloud européen, on est en retard et ces sujets-là. Aujourd'hui, on essaye de se comparer typiquement aux sociétés, aux hyperscalers, aux US. Est-ce que c'est vraiment le combat? Est-ce qu'on ne peut pas travailler sur une approche différente qui répondrait à un besoin différent? Je pense que c'est tout ça, mais effectivement, il y a beaucoup de légal, comme le disait Nicolas juste avant, dans tout ça. Et après, on parle technique, mais c'est aussi l'idée, c'est de OK, il faut faire du cloud souverain en fonction de ses besoins, etc. Maintenant, il faut être capable aussi de le maintenir. Parce que c'est bien d'avoir la solution la plus sécurisée possible, la plus hybride. Et en fait, si derrière, il y a une équipe de 5 personnes à l'IT et qu'au moindre incident, c'est une catastrophe, je pense qu'on a raté la cible. Ouais. Toi, Nicolas, ça te surprend ce que dit Florian, ou ça correspond à ce que tu constates? On est très, très alignés. En fait, c'est se réinventer. Alors, par exemple, on a eu la DINUM qui récemment a publié voilà, une initiative pour sortir de Microsoft pour ses postes de travail et ses outils de travail collaboratif et partir vers plus de solutions open source. Donc, ça, c'est très bien. C'est une belle autonomie. En revanche, c'est ça le point. C'est derrière, est-ce qu'on garde les mêmes équipes? Comment on fait cette montée en charge de compétences? Est-ce que du coup, j'ai pas besoin de plus de monde? Est-ce que les finances vont suivre? Donc, en fait, c'est typiquement ça. C'est que là, c'est peut-être applicable à la DINUM. Peut-être pour une banque dans le privé, ça va peut-être pas être applicable de la même façon. Des régulations qui, en même temps, sont de plus en plus structurantes et demandent de plus en plus de sécurité. Donc, en fait, c'est un peu, on est schizophrène, quoi. Voilà, on veut de plus en plus aller vers du sécurisé avec des garanties de partout et en même temps être plus souverain, partir peut-être vers plus de l'open et avec les mêmes équipes. Bon, en fait, c'est le grand écart, c'est compliqué. Voilà, c'est l'IT, faire toujours plus avec moins ou pas plus en tout cas. Ou pareil, voilà. Surtout pas plus. Ok, Nicolas. Et donc, Broadcom, VMware, vous êtes un acteur majeur de la modernisation des infrastructures cloud dans l'Europe et dans le monde depuis déjà quelques temps. Comment cette notion de souveraineté influe à la fois vos décisions stratégiques et notamment votre approche vis-à-vis des clients? Est-ce que vous avez vu une évolution de la demande de vos clients ces dernières années par rapport à ce qui était généralement admis auparavant? Alors, dès le rachat de VMware par Broadcom, en fait, il y a eu une initiative, une vision stratégique de remettre l'accent sur le cloud privé. Et ça, au moment du rachat, c'était quand même pas une évidence de marché. Voilà. C'est une vision. Et force est de constater qu'elle a été quand même assez prémonitoire comme vision, parce que aujourd'hui, c'est ça notre meilleure réponse à cette souveraineté, c'est votre cloud privé, on-prem, que vous pourrez étendre chez des hyperscalers ou des partenaires si vous le choisissez, mais avec les mêmes technologies et surtout vous gardez le contrôle,
mais pas que sur vos data, Mhm. sur vos services, sur vos infrastructures, sur votre sécurité que vous étendez ou non au public cloud. Et ben en fait, ça, c'était quand même une vision qui, dès le début du rachat, est devenue l'ADN de comment on redéveloppe la suite de la plateforme. Donc, c'est très aligné avec comment a été pensé VCF dans ses premières versions sous l'ère Broadcom 5.2 et par la suite encore plus avec VCF 9. Et donc, du coup, en fait, on se sent vraiment capable d'aider nos clients et de répondre avec la meilleure plateforme. Alors, des fois, il y a toujours ce débat de cloud privé ou infrastructure. En fait, on voit beaucoup de retours au on-prem et on quitte un cloud. Donc, en fait, forcément, même si on veut considérer son infra comme juste une infrastructure, non, en fait, on gère un cloud privé. On gère une expérience cloud que tous les développeurs et les utilisateurs de l'infra ont été habitués à avoir. Donc, on veut aider à reproduire ça on-prem en gardant le contrôle et la liberté de voir jusqu'où on met le curseur de la sécurité, des services avancés et autres. Donc, C'est presque un teasing pour le prochain podcast. Là. On est d'accord. C'est bien lancé. Ouais, il a préparé son sujet. Et donc, toi, Florian, côté ITQ, quand un client te dit « je veux un cloud souverain », c'est un bon point de départ ou tu as besoin de recadrer beaucoup de choses avant de pouvoir commencer? Alors, c'est toujours un bon point de départ parce que ça veut dire qu'il y a une vraie volonté stratégique d'aller vers un endroit. Maintenant, comme je le disais dans ma précédente réponse, cloud souverain d'une personne à une autre, aujourd'hui, ça veut dire beaucoup de choses et parfois beaucoup moins. Donc, clairement, il faut recadrer. C'est aussi le bon moment, on en a parlé dans un précédent workshop, d'avoir une phase de design, de réunir les bonnes personnes autour de la table, de challenger les personnes aussi entre elles sur leur vision de chacun. Donc non, je veux un cloud souverain ne suffit pas pour l'instant en tout cas, pour avoir un design préfet. C'est pas une kit list cloud souverain, tu Non, cliques et pas encore. On peut peut-être y travailler, hein, ça peut être une idée. Je prends le note. Bon, je vais jeter la patate chaude au milieu de la table, mais est-ce que selon vous, il y a un écart, ou en tout cas une vraie différence entre le discours politique qui dit oui, non, mais on doit fournir quelque chose de souverain en Europe, et encore plus on l'entend en France avec les décisions qui ont été prises il y a quelques jours en cabinet interministériel, et la réalité du terrain, de ce que sont capables de faire les équipes techniques. Qui veut peut-être commencer sur... Oui, je vais me lancer, allez. Non, mais c'est certain. Après, je pense qu'il faut voir le discours politique comme un cap à atteindre. Et après, il y a une réalité opérationnelle. Déjà, où est-ce qu'on veut placer le curseur? Je prends l'exemple qu'on citait sur la migration depuis Office 365. Si je prends à l'échelle d'une société, tout ce que ça engage. Aujourd'hui, une société qui est sur un marché financier, par exemple, est-ce que c'est vraiment sa priorité? Pour l'instant, ce n'est pas le cas, soyons réalistes. C'est des coûts qui sont à mettre sur la table qui sont énormes. Et beaucoup de sociétés privées sont plutôt dans la compétition sur leur marché, être le plus agile, pouvoir acquérir des boîtes facilement, tout ce genre de sujets. Et c'est là où, par contre, un cloud privé est intéressant, c'est la capacité de faire des acquisitions, de pouvoir facilement onboarder des autres sociétés, pouvoir, comme l'a dit Nicolas, avoir une expérience utilisateur, un portail de self-service. En fait, tout ce qu'on trouvait dans le cloud public. Et donc, plutôt que dire « il me faut un cloud souverain », c'est « j'ai apporté les capacités de mon cloud public avec un niveau de sécurité, avec une souveraineté qui est avec la même agilité pour mes utilisateurs finaux ». Je suis d'accord. En fait, il y a un discours qui redonne un cap et qui rend ça quasi indiscutable. Voilà. Après, même si c'est un cap et c'est nécessaire, voilà, il faut un peu que le capitaine du navire, quand on a un paquebot à faire changer de cap, il y a un moment, il faut lancer la manœuvre. Après, la vitesse à laquelle on y va se remet dans une réalité business, une réalité, alors pour les institutions publiques, de services publics à délivrer, qui prendra toujours le dessus quand même, parce que c'est ça qui fait soit vivre le ministère, soit vivre la compagnie, en fait. Donc, c'est bien, ça repermet de prioriser. C'est quand même souvent de l'investissement pour pas forcément de la valeur ajoutée en plus. D'accord. Voilà. Donc,
Donc, c'est reprendre le contrôle, c'est bien pour la compagnie, pour la compétitivité ou le service ajouté que l'on amène, c'est beaucoup de travail pour peut-être des fois la même chose. Donc, en fait, c'est pour ça que nous, avec la plateforme VCF et avec l'accompagnement de nos partenaires, et ITQ le fait très bien, ce qu'on veut, c'est rentrer ça dans l'évolution, dans l'apport d'innovation, dans l'ajout de sécurité. Donc, en fait, changer des curseurs qui fassent sens pour le métier et qui, en même temps, permettent de se remettre sur une stratégie cloud souverain ou approche de souveraineté. C'est pas simple à faire parce qu'en fait, ça fait se causer des équipes qui habituellement ne se causent pas. Donc, on a tous un gros challenge, mais là, pour le coup, dans le monde de l'IT, à recoller tous ces morceaux-là. Mais entre guillemets, je ne vois pas de clients qui approchent ça juste sous l'aspect souverain. Et on a dit à nos business que pendant 2 ans, on n'allait rien amener de nouveau parce que la seule nouveauté qu'on aura, c'est qu'on aura repris le contrôle sur, entre guillemets, ce qu'on aurait déjà dû contrôler. Voilà. Donc, voilà, tout le challenge, il est là. Ces discours politiques au départ, oui. Et l'actualité géopolitique montre que c'est quand même peut-être nécessaire. Maintenant, faut pas que ça parte, et ça ne part pas à l'extrême opposé. Peut-être dans les discours, ça part un peu extrême, mais la réalité, c'est qu'après, tout le monde réévalue. Et moi, je trouve, comme tu le disais, Florian, c'est que ça fait se reposer les questions, ça fait redéfinir, mais c'est quoi la souveraineté pour vous exactement, dans votre business, quels sont les challenges, et c'est du cas par cas après. Voilà. Et c'est comme Secnum Cloud qu'on a évoqué. Secnum Cloud, c'est pas une checklist et on coche les cases et on est Secnum Cloud. Selon le secteur, selon plein de choses, des choses sont acceptables dans un secteur d'activité, pas dans d'autres. Ouais. Voilà, c'est une adaptation pragmatique. Voilà. D'accord. Nicolas a parlé donc de VMware Cloud Foundation, qui est un enabler pour attaquer, on va dire, une approche cloud souverain. Toi, sur le terrain, quand justement tu conçois une architecture autour de VMware VCF, pour un client qui a des enjeux de souveraineté, on a parlé, ça peut être un opérateur public ou un opérateur privé, quelles sont, toi, les briques qui sont incluses dans VCF qui font une vraie différence ? Je suis pas sûr qu'il y ait une brique qui fasse la différence. Ce qui fait la différence, c'est l'assemblage des briques et de la façon dont on les assemble. J'en reviens au sujet du design, mais aussi la souplesse qu'aujourd'hui nous fournit VCF sur combien on peut mixer, sans rentrer dans tous les détails, mais comment on peut mixer les workload domains, comment on peut mixer le type de matériel. Ça fait partie aussi de l'enjeu du cloud souverain. La capacité de pouvoir avoir différents services différentes solutions matérielles, que ce soit sur le stockage, que ce soit sur les serveurs, avoir l'automatisation qui va autour pour gérer ce matériel. En fait, c'est tout ça unifié qui en fait une solution intéressante pour répondre à ces enjeux. Et au-dessus de ça, encore une fois, avoir toute l'automatisation, le portail de self-service qu'on fournit aux utilisateurs. Parce qu'à la fin, si on a un joli cloud souverain et qui est impossible à être consommé par notre IT, notre service finance, peu importe en fait, on a complètement raté notre... C'est sûr, il sera très sécurisé, il n'y aura personne dessus. Mais là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne et qui soit utile pour le business de la société. D'accord. Mais je suppose quand même que le choix stratégique de Broadcom de décommissionner tous les services SaaS qui étaient à un moment donné liés aux différents briques de VCF joue un rôle quand même important dans cette recherche du contrôle et de la souveraineté. Ah oui, c'est certain. On en reparlera. Pareil, je fais un teasing pour un des prochains podcasts, mais sur l'enjeu open source aussi. C'est aussi un début de réponse sur avoir un meilleur contrôle et avoir une meilleure visibilité sur ce qu'on a dans notre infrastructure. Ok, très bien. Donc, on entend beaucoup la souveraineté, on en a parlé, c'est lié à la localisation des données. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on parle plus du contrôle du logiciel. Localiser les données, finalement, c'est techniquement relativement simple à faire. Comment on contrôle le logiciel et le support ? Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, pour beaucoup de sociétés, le support il est hors d'Europe. Comment vous abordez cette problématique ?
Alors, déjà, au niveau support, donc logiciel support, entre guillemets, vous avez tout est en mode souscription. Donc, en fait, ça inclut le support, localisé, follow the sun. Donc, oui, sur d'autres plaques. Et d'ailleurs, ça sert des fois quand on veut, quand on a des clients qui sont eux-mêmes globaux, en fait, et qui sont également sur d'autres plaques. Euh, Au niveau de la donnée localisée, effectivement, nous, il n'y a pas de notion de Cloud Act qui mette en danger, etc. Et dans le contrôle des logiciels, ce qu'on contrôle avec VCF, c'est le life cycle du logiciel. C'est-à-dire qu'on n'est jamais laissé devant une nouvelle version et puis, allez, bon courage, allez-y. C'est l'ADN de la plateforme d'amener à la nouvelle version et de maîtriser de façon granulaire comment on passe d'une version à une autre pour une partie ou l'intégralité de la plateforme. Je peux décider, et là on en revient aux besoins clés de l'architecture, de lier des plaques ou de surtout ne pas les lier. Voilà. C'est le choix d'architecture. C'est là où on en revient à définir la souveraineté avec chacun des clients. Voilà, donc des fois, des compagnies qui sont globales vont avoir des entités juridiques totalement différentes. On mixe pas les choses. On sépare les responsabilités et on peut même imaginer d'avoir plusieurs contacts privilégiés du support pour différents types d'infrastructures de la même compagnie. Voilà. Donc, au final, comment on le fait? Je vais dire ça assez naturellement pour un éditeur de logiciels, mais la révolution pour nous, elle est que quand on avait une centaine de solutions proposées à nos clients, la combinatoire de possibilités d'un client de choisir ça, ça et pas ça, elle était énorme. Donc, les chemins de contrôle de l'évolution du logiciel étaient quasi autant que de clients. Chaque upgrade était un gros projet, etc. Aujourd'hui, ça tend à devenir une formalité. En fait, nos premiers clients, des ministères en tête, déjà clients VCF qui ont vécu des versions 3, 4, 5, font des upgrades. Maintenant, on l'apprend au fil de l'eau une fois qu'ils ont fait l'upgrade. Au préalable, c'est des projets qu'on amenait avec eux quand ils n'avaient pas VCF. Donc, voilà, en fait, le contrôle, c'est le contrôle du life cycle, se simplifier cette vie. Et elle est là la balance à trouver. Souveraineté, souvent, on amène, et c'est effectivement le sujet d'un autre épisode, mais le sujet open source, et c'est très bien de mixer. Et d'ailleurs, on pourra voir comment VCF est très bien connecté à l'open source. Mais il y a peut-être une partie de votre infrastructure qui peut vivre seule, qui peut évoluer ou d'une façon contrôlée à moindre coût. Les ministères qui sont partis sur VCF dès le départ ont maintenant structuré leurs équipes IT en fonction de ces capacités-là. Aujourd'hui, changer de solution et reprendre le contrôle du logiciel avec d'autres plateformes nécessiterait de faire des x2, x3 de taille d'équipe, avec une grosse montée en compétences sur des nouvelles technologies. Et là, on reboucle on part sur 2-3 ans de transition pour atteindre le même niveau de contrôle et pas de nouveauté. Voilà. Donc, on veut simplifier ce contrôle du logiciel et robustifier encore plus l'accès au support à travers ce qu'on faisait déjà, mais qu'en plus, on peut assouplir selon les besoins du client. En fait. Là, on a beaucoup parlé de ce qui était possible et de ce que l'on mettait à disposition pour le permettre. Maintenant, d'expérience, et je vais vous poser la question à tous les deux, peut-être à commencer par toi, Florian, mais d'expérience, quand un client décide, OK, je veux démarrer une stratégie de souveraineté au niveau de mon cloud privé, quel est le principal obstacle? Est-ce que c'est la technique? Est-ce que c'est le budget? Est-ce que c'est l'organisation? Est-ce que c'est finalement la compréhension de ce que c'est que la souveraineté au niveau de son cloud? Je pense que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je t'aurais répondu l'organisation. Maintenant, cette année, je pense que c'est le budget. Si on reboucle avec l'augmentation du prix du hardware, quand on parle cloud souverain, on essaye aussi d'avoir une segmentation interne avec, en fonction des niveaux de sécurité aussi parfois. Cette année, c'est des choix qui sont difficiles et où va falloir faire pas mal de choix. Donc oui, essentiellement l'organisationnel. Maintenant, cette année spécifiquement, le budget, je dirais. Ok.
Et toi, Nicolas, c'est la même chose que tu constates? Oui, alors quand on dit organisationnel, j'inclus la stratégie là-dedans, parce qu'au final, ça fait se reposer la question. Et il est vrai que de plus en plus, chaque compagnie, ministère, s'est posé des questions et sait le faire aujourd'hui. En revanche, très bon point, c'est que tout ça, souvent, ça nécessite des nouveaux investissements, des nouvelles infrastructures, nouvelles façons de découper les choses qu'on est peu capable d'avoir aujourd'hui, hein. Les temps d'approvisionnement de serveurs, les prix qui grimpent en flèche. On a de plus en plus de nos clients qui étendent leur temps d'amortissement de serveurs de 5 ans à 7 ans de base maintenant, pour au moins se laisser voir les 2 ans qui viennent, qu'est-ce qui va se passer. Et là, d'un seul coup, une plateforme qui définit logiciellement, d'une façon logique, mon infra pour regrouper ou isoler telle ou telle partie devient la meilleure option. Parce que j'ai une idée de comment je veux redécouper tout ça au niveau des droits et des isolations. Si je le fais physiquement, ça nécessite des nouveaux achats. Oui. Et là, le budget bloque tout, parce que tout prix a explosé. Les temps d'appro ont explosé également. Et là, d'un seul coup, what if je peux refaire ça en mode logique, on top de quelque chose qui existe que je peux faire évoluer. Et là, d'un seul coup, je trouve que là, ça nous booste un peu les projets de cloud privé, en fait. Ok. Florian, toi qui réalises pas mal d'architecture pour nos clients en ce moment, est-ce que tu saurais nous dire quel type de projet ou quels sont les secteurs qui profitent finalement de cette approche souveraine ces derniers temps? Alors, tu peux nous donner des exemples sans forcément citer de nom, mais d'éléments ou en tout cas de secteurs qui en bénéficient particulièrement. Je pense que Nicolas en a déjà parlé. Secteur public. Si on parle dans des entités spécifiques, des secteurs publics qui sont un peu plus, on va dire, restreintes par la confidentialité. Sensible. Voilà, sensibles. Ils en bénéficient et c'est même un besoin, un requirement quand on parle architecture. Récemment, j'ai pas mal travaillé avec d'entreprises du secteur de la défense, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs. Pareil, hein, c'est un enjeu très clair pour eux. Et tout ce qu'on vient de dire est vrai. Je pense que c'est ces deux secteurs-là qui me viennent en tête. Encore une fois, c'est vu de ma fenêtre des clients que j'ai traités sur les 2 dernières années. Clairement, secteur public, secteur de la défense. D'accord. À ton niveau, toi, Nicolas, si tu as un client qui est déjà fortement engagé dans le cloud public, Amazon, Azure, peu importe. On en a. Vous en avez. C'est quoi pour toi le meilleur point de départ pour engager la discussion justement de la souveraineté, comment reprendre la main, comment réintégrer cette dimension souveraine dans leur environnement et finalement les rassurer sur leur capacité à reprendre le contrôle? Alors, ce qui est rigolo, je ne sais pas, mais fait du sort, en fait, on avait déjà à ces clients-là au moins présenté ce qu'on était capable de faire on-prem. Et bien souvent, on se prenait, non, mais nous, notre stratégie, c'est full public, etc. Cloud first. Voilà, le cloud first. En fait, mais un peu comme la souveraineté. D'un seul coup, penser que souveraineté ne va pas marcher. En mettre plus dans sa stratégie. Voilà. Et c'est pour ça que tout à l'heure, au point hybride, une bonne idée ou pas, je pense que tout finit hybride, en fait. Ouais. La vie n'est jamais blanc ou noir, ça finit toujours avec une nuance de gris. Et en fait, là, pour le cloud, il y a même pour des entreprises qui ont, ou des institutions qui ont besoin de grosses confidentialités, il peut y avoir une partie de business qui est liée à une montée en charge périodique, à un besoin de fournir un environnement rapidement pour tester des choses ou qui peuvent aller dans le public. Nous, on a pitché VCF quand c'est sorti pour expliquer ce qu'on savait faire. Et des clients qui faisaient du cloud first sont revenus nous. Mais du coup, vous faisiez quoi? En fait, eux-mêmes ont vu, au bout d'un moment, les coûts accélérés par ce besoin de souveraineté, ont vu qu'il fallait y aller. Donc, on a eu un retour aux discussions avec ces clients. Et la première étape, c'est, mais du coup, vous réinternalisez quoi?
Donc, on revient à c'est quoi votre stratégie? Et là, du coup, on voit, est-ce que c'est développé très linké à un cloud public ou est-ce que du coup, on fait du basique et vous pouvez rapidement déjà l'avoir chez vous? On avait des clients qui utilisaient cette solution VMC on AWS, par exemple, et qui d'un seul coup avaient déjà cette souplesse. Donc, eux, limite, ils se font leur cloud privé et ils font leur migration. Bon, voilà, il n'y a pas de souci. Bon, il y a de tout, mais en même temps, ça fait rediscuter également avec les équipes qui développent les applications. Parce que du coup, si on veut revenir on-prem, et ça, c'est le bon lien avec le deuxième épisode, c'est j'ai pas besoin que juste d'une VM, en fait. J'ai tout un tas de services que le cloud public met à ma disposition en tant que développeur. Et ben en fait, c'est jusqu'où on reproduit ce cloud public on-prem. C'est ça qui va attirer les gens. Quelqu'un qui développe pour amener de la valeur pour sa compagnie, bon, il entend qu'il faut qu'il fasse du souverain. Mais en fait, d'abord, il veut développer de la valeur pour sa compagnie. Souvent, les gens étaient dans le cloud public parce que ça ne suivait pas on-prem au niveau du nombre de services délivrés. Et ben en fait, aujourd'hui, et ça, c'était aussi dans l'approche Broadcom après rachat VMware, on remet on-prem et 30% des services les plus utilisés du cloud public seront portés on-prem. On est en chemin. Il faut qu'on précise ça avec les clients. Mais en gros, c'est ça les premières étapes. C'est, OK, donc qu'est-ce qui attirerait toutes mes équipes applicatives à reconsidérer le on-prem comme attrayant. Donc, redéfinir qu'est-ce qu'on cherche. C'est bien, tu introduis le point, un des derniers points que je voulais aborder, c'est selon vous, jusqu'où va aller ce mouvement de relocalisation du cloud? C'est quoi pour vous la prochaine grande étape au niveau européen? Est-ce que c'est une convergence des offres? Est-ce qu'on va aller sur une mutualisation entre les différents pays, par exemple, pour proposer des réelles alternatives européennes? Ou encore, ce qu'on aime bien faire aussi souvent en Europe, c'est jouer sur la régulation, la rendre encore plus stricte. Je ne sais pas qui veut commencer. Je vais commencer. Je pense que le dernier point est... On commence à avoir des brives. On voit ce que disait Nicolas sur la direction du numérique en France. C'est typiquement, je pense, ce genre de choses qui va arriver. Les offres sont déjà présentes. On en a parlé avec les partenaires. La capacité des clients avec VCF, elle est claire. Ils peuvent porter leur licence VCF quasi à peu près où ils souhaitent. Donc, les solutions sont déjà là. L'offre VCF remplit pareil, la partie Kubernetes, l'automatisation. Il y a tout ce qu'il faut pour faire le cloud. Donc, je pense que ça va être beaucoup de régulation et il va falloir arriver à probablement faire rentrer des ronds dans des carrés, ce genre de choses. J'espère juste qu'on ne s'arrêtera pas à ça. Parce qu'en fait, après, il faut essayer de trouver nos champions européens. Il faut essayer de un peu mieux travailler ensemble, en fait. Donc, c'est un petit peu la crainte qu'on peut avoir en Europe. Je crois que c'était une des réponses du président Macron à Donald Trump avec le fameux « for sure ». On met du temps à prendre des décisions, mais il y avait une phrase qui était on peut faire mieux, donc « for sure », mais on s'améliore. Et donc, j'espère qu'on ira également autour de l'amélioration, de la collaboration européenne pour essayer de ne pas faire des choses encore très localisées à des pays qui seraient mis à disposition de l'Europe, mais qui ne seraient pas encore une vraie approche européenne, parce qu'on disperse nos forces, en fait, en faisant ça. Donc, du coup, voilà, en fait, c'est juste ça. La régulation, c'est bien, mais du coup, on a tous la même. Mais en fait, on n'a jamais une solution qui répond partout de la même façon. Donc, c'est quand même le paradoxe, quoi. On a les mêmes régulations, mais on laisse le choix à chaque pays de le faire dans son coin. De sa propre manière. Voilà. Bon, espérons que ça... Les challenges technologiques que ça nous... est intéressant, d'ailleurs, que ça nous met sur la table, à nous, les gens techniques, soit vu comme une opportunité politique aussi de montrer un meilleur... unification des forces et donne envie, je sais pas, des sociétés comme OVH, peut-être ITQ, vous voyez, pour faire l'offre cloud européen, voilà, je sais pas, mais voilà, de toutes les compagnies privées de s'assembler ensemble pour développer les meilleurs services. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on voulait aborder là-dessus. Nicolas, si tu avais encore un message à faire passer à un DSI qui hésite,
toujours à démarrer une stratégie de cloud souverain. Quel serait ce message? Je t'encourage à lui parler directement à la caméra. En fait, j'aimerais déjà voir avec lui qu'est-ce qui lui fait sentir qu'il n'a pas besoin de le faire, parce que bon, c'est quand même un peu au moins nécessaire de se poser la question si ça nous touche ou pas. Et dans ce cas-là, je l'inviterai vraiment à discuter avec nous, ITQ, Broadcom, pour voir un petit peu ce qu'on peut offrir, parce qu'au final, la liberté qui est pour moi la clé de la souveraineté, je pense qu'on est vraiment capable de l'amener avec notre D'accord. plateforme. Florian, même question. Donc, Il m'a presque un peu volé un début de ma réponse. J'aurais dit embaucher le bon partenaire pour se poser les bonnes questions. Oui, clairement, avant de parler technique, solutions, etc., posons-nous les bonnes questions. On est capable de challenger les clients. On a maintenant une expérience solide. C'est les 25 ans cette année d'ITQ. On a vu beaucoup de choses. Donc, je pense qu'on peut partager notre expérience avec un client et lui faire se poser les bonnes questions. parfait. Bon, en tout cas, merci à vous deux pour cet Merci. échange. Merci bien. Et à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, si vous avez des questions, si vous avez plus besoin d'informations sur nos solutions, je vous encourage à nous contacter. Vous savez comment nous contacter. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Café du Cloud Privé. Merci. Au À revoir. bientôt. À bientôt.